Nous allons continuer avec un panel sur l'environnement qui va convenir extrêmement bien à la suite de ce que vous venez d'entendre, parce que l'éducation va être une chose primordiale dans ce que l'on appelle la transition énergétique, c'est-à-dire comment arriver à marier le progrès, de continuer à progresser et à mieux respecter cet environnement. Si le monde entier aujourd'hui avait le niveau de vie des Américains, il faudrait entre 3 et 4 planètes, 3 et 4 planètes comme la nôtre pour pouvoir vivre. On voit donc que nous avons un butoir qui est d'ores et déjà, et peut-être depuis longtemps, qui nous est imposé. Alors je vous avouerai que le précédent panel, c'était assez extraordinaire de savoir comment est-ce que l'on allait rétablir l'égalité entre les hommes et les femmes. Je ne sais pas du tout de quoi on parle, parce que je suis persuadé depuis longtemps que les femmes sont nettement supérieures aux hommes, et que ce serait plutôt à nous qu'il faudrait songer lorsqu'on parle de l'égalité. Peut-être c'est parce que j'ai épousé une femme merveilleuse que je pense ça. Je souhaite que tous les hommes, on n'est pas très nombreux, pensent la même chose que moi. Alors, maintenant, j'ai Madame Marie Brugo-Knobikes, pardon si je fais une petite erreur d'accent, présidente du réseau des femmes entrepreneurs Nord-Sud. Elle est fondatrice du réseau international Africa Business Café. Donc après le diamant, c'est vous, madame. Voilà. Alors, est-ce que madame Olga Johnson est bien aussi? Alors, voilà. Donc, alors, est-ce que... Non, c'est tout? Ah si, voilà, pardon. Alors, madame Olga Johnson, vous êtes directrice générale de la Fondation Énergie pour l'Afrique. Voilà. Il y a près de 70 ans, Einstein disait il y a 3 bombes. La bombe atomique, et ça, elle avait explosé 1 an avant Hiroshima et Nagasaki. La bombe, disait-il, de l'information, c'est la bombe technologique telle que nous sommes en train de la vivre, ou nous essayons de la vivre. Et puis il disait, il y a la bombe de la démographie. Ah, j'ai oublié une dame. Ah, alors, elle est écrite en tout petit. Voyez-vous, comme quoi, effectivement, l'égalité n'est pas toujours respectée. Maître Koudigis Ofoumou, Françoise, elle est avocate. Maître, je suis désolé, mais de vous avoir, non pas oublié, mais vous étiez effectivement inscrite en plus petit. Voilà, donc je vais vous parler de ce mot d'Einstein, en 1946, il y a 70 ans, et il disait, il y a la bombe démographique. À l'époque où Einstein a prononcé ce mot, ces 3 bombes, il y avait environ 2,5 milliards, on était entre 2,5 milliards et 3 milliards d'hommes et de femmes sur la planète. Aujourd'hui, nous sommes en train de dépasser les 7 milliards. C'est vous dire si le problème démographique est important. Qui dit problème démographique, dit problème politique, dit problème social, dit problème de consommation, dit problème de ressources et dit bien sûr problème d'écologie. Les femmes vont probablement avoir un rôle essentiel à y jouer. Après ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est-à-dire le rôle qu'elles ont joué, qu'elles ont à jouer et qu'elles jouent, qui n'est pas simplement de donner la vie, mais avec leur mari, avec leurs compagnons, leurs conjoints, etc., à élever des enfants et à leur apprendre ce que nous appelons cette transition écologique, c'est-à-dire arriver à garder un progrès qui nous permette les uns et les autres de vivre ensemble sur cette planète et de mieux la respecter tout en continuant à progresser. Alors, je voudrais d'abord vous demander peut-être, mesdames, une chose avant de commencer les questions. On va partir sur ma droite, madame.
En quoi est-ce que... Pardon? Oui, nous commençons à droite et nous allons aller jusqu'au bout. En quoi est-ce que le rôle des femmes peut être différent de celui des hommes dans le combat pour la préservation de la planète? Je vais vous poser en 2 mots. En 2 mots, ça va être difficile, mais rapidement, je dirais que, 3 mots. En tant que femme africaine, en quoi le rôle des femmes est différent? Le rôle des femmes est différent en ce que les femmes sont les premières impactées par le manque de préservation et d'anticipation sur la préservation de la planète, et ce sont les plus touchées par le dérèglement climatique et tous les chocs climatiques. Donc en 2 mots, c'est la raison principale pour laquelle le rôle des femmes est différent de celui des hommes. Merci. Madame. Oui. Merci. Je vais aller dans le même sens que Madame, et ici je vais peut-être déjà toucher un peu au secteur du diamant avec l'artisanat minier. Effectivement, dans le cadre de l'artisanat... On parlera, si vous me permettez, le diamant. Mais je veux justement... Mais c'est dans ce cadre-là, mais justement... Spécifique chez les femmes. Mais justement, parce que les femmes, dans le cadre de l'artisanat minier, sont celles qui sont dans l'agriculture, ce sont celles qui sont poussées par les hommes, parce qu'ils ont besoin de plus d'espace pour l'exploitation artisanale. Donc je dis que ce sont elles qui sont le plus impactées. Je voulais juste mettre ça dans ce cadre-là. Merci. Donc toutes les deux, là vous êtes d'accord, vous êtes plus impactés que d'autres, vous êtes donc plus concernés, plus touchés. Plus directement, voilà, directement impactés. C'est le cas en Chine. J'ai un jeune ami, madame, qui a vécu longtemps à Pékin, qui a épousé une de vos compatriotes. Il me dit qu'un des problèmes numéro 1 de la vie en Chine, notamment à Pékin, c'est justement la pollution. Et c'est la lutte pour préserver. Alors, qu'est-ce qu'une femme chinoise peut faire contre ce problème? C'est une très bonne question. Je vais être très rapide. Vous aurez le temps après. Je dirais que la différence, la première différence, c'est la sensibilité des femmes. Et la deuxième différence, c'est je suis très d'accord avec mes voisines, c'est l'impact sur les femmes et les jeunes filles. Que le fait de changement climatique impacte plus les femmes et le groupe plus vulnérable que les autres. Vous vous trouvez plus vulnérable que les hommes? Parmi les 2 milliards de population le plus pauvre et plus touchée par le problème de changement climatique, la majorité, plus de 70%, sont des femmes et des filles. Voilà. Merci. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que vous sentez, en tant que femme, à la fois plus touchée et peut-être plus concernée que les hommes? La problématique de l'impact des femmes par le changement climatique, selon moi, est une face de la problématique de la précarité, de manière générale, dont les femmes sont le plus touchées. Le point qui est intéressant pour développer sur ce qui a déjà été évoqué, c'est que les femmes sont aussi au cœur de la solution, à 2 niveaux. Au niveau du leadership et de l'entrepreneuriat et de la prise de conscience du changement climatique et des précarités. Et deuxièmement, au niveau de solutions apportées sur le terrain, et notamment sur le bottom of the pyramid, parce que tout... Le sommet de la pyramide. Non, le bas de la pyramide. Ah, pardon, le bas. Parce que toute solution à la précarité apportée aux femmes, que ce soit sur l'accès à l'éducation, l'accès universel à l'eau, à l'électricité, aux services publics, à la santé, l'éducation que j'évoquais, à la bancarisation, a un levier sur le développement économique et donc sur la lutte contre le changement climatique beaucoup plus important que quand on s'adresse à la précarité sur les hommes. Sans sexisme, juste tout simplement parce que les femmes sont responsables du foyer. Sont responsables du foyer. Donc, est-ce que votre voisine, il va revenir sur ce problème, madame, parce que c'est assez intéressant de bien voir ce que peuvent faire les hommes et les femmes. Est-ce que vous partagez ce point de vue, c'est-à-dire que votre implication, votre sensibilité aux problèmes qu'on appelle d'environnement est plus grand chez les femmes que chez les hommes?
Je dirais, tous nous sommes concernés, femmes et hommes. C'est un problème qui touche tout le monde. Mais par contre, il y a une différence parce que je suis sûre d'une chose, quand une femme, quand c'est bien expliqué, quand la femme a compris, elle peut trouver toute la stratégie pour faire passer le message. Donc la femme va jouer le rôle de régulatrice de paix, elle va jouer le rôle de celle-là qui sensibilise, elle va jouer le rôle de... C'est même la meilleure communicatrice, donc le message passera mieux avec une femme. Donc c'est vraiment là la différence. Mais tous, nous sommes concernés pour la protection de l'environnement. Maître, est-ce que votre position, est-ce que vous êtes avocate là ou vous êtes procureur? Oui, je suis Maître Kodji Sofoumou, avocate à la Cour et au barreau de Côte d'Ivoire. Pour ces questions d'environnement, je dirais tout simplement que les femmes ont un rôle vital pour la gestion de l'environnement et le développement durable. Et cela parce que depuis la nuit des temps, ce sont les femmes qui, depuis, je veux dire que c'est sorti, cela procède du principe 20 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement durable. Ces femmes ont un rôle essentiel à jouer parce que dans l'adoption des modes écologiques rationnels de consommation, de production et de gestion des ressources durables, elles assurent, depuis la nuit des temps, j'allais dire, la subsistance de leur famille et de la communauté tout entière. Ce sont elles qui vont se charger d'aller chercher l'eau, stocker l'eau et approvisionner toute la communauté. Par conséquent, il a été dit que les femmes fournissent les 2/3 de la force de travail dans la production vivrière et qu'elles assurent 90% de la consommation journalière de nourriture de leur famille. Et c'est tout à fait normal que dans la gestion de l'environnement, on puisse tenir compte de la position de la femme. Souvent, les gouvernants, j'allais dire, ont ignoré cette intervention des femmes. Il est grand temps qu'on puisse tenir compte de la position des femmes, de la participation, de la contribution des femmes au niveau du processus de décision en matière d'environnement. Ce que je puis dire. Merci. C'est moi qui vous remercie. On va continuer. Alors, vous aviez commencé à nous expliquer ce que vous pouviez faire, ce que vous deviez faire, quels étaient les moyens. Est-ce que vous pouvez prolonger sur ces moyens à utiliser? Alors, déjà, notre activité... Parlez bien devant le micro parce qu'ils sont très sensibles et sinon on entend mal. Alors, notre activité chez Greenwich est tournée sur le développement des énergies renouvelables et de la transition énergétique sur le continent africain. Et tout ça est lié à... deux mots sur mon parcours, parce que finalement, c'est un peu une illustration de l'engagement des femmes dans l'environnement. Après 13 ans de banque d'affaires et de carrière dans les grandes institutions financières, j'ai décidé en 2008 qu'il était important pour moi d'être cohérente avec mes valeurs et de créer cette société Greenwich avec pour objectif d'accompagner le financement de l'économie réelle avec de l'impact social et environnemental. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on développe depuis... Quelle différence faites-vous entre social et environnemental? Alors, tout ça est lié à la mesure d'impact. La réalité, c'est qu'on ne fait pas de différence, c'est qu'on veut traiter les sujets dans leur globalité. C'est pour ça que j'ai élargi tout de suite la problématique des femmes et de l'environnement à la problématique de la précarité dans sa généralité. Et je fais référence à un livre qui m'avait beaucoup inspiré de Thomas Friedman qui s'appelait Hot, Flat and Crowded, et à un économiste, Lord Stern, qui disait on a deux enjeux stratégiques sur le XXIe siècle qui sont le changement climatique et l'éradication de la pauvreté. Et les deux doivent être adressés ensemble et les deux créent l'opportunité de sortie de ce marasme de crise économique, financière et morale
que nous avons connu autour de 2008. Et pour arriver à ce résultat, il faut bien sûr continuer le progrès, Alors, tout en continuer le progrès. maîtrisant ou en supprimant les dégâts qu'il cause. Exactement. Alors, juste une dernière minute. Donc, ma vision et toutes les activités que nous développons sont liées à ce point précis. L'innovation technologique, que ce soit clean tech, donc les technologies d'énergie renouvelable, les technologies de stockage, ainsi que l'innovation IT, le digital, l'accès à la fibre, le 3, 4, 5G, tout ça permet d'avoir un énorme levier économique et social et environnemental, mais aussi de soutenir des développements, des modèles économiques complètement disruptifs. Ce que l'Afrique connaît bien, parce que l'Afrique a innové dans la téléphonie et passé directement sur la téléphonie mobile, dans le bancaire, le secteur bancaire, avec le mobile banking. L'Afrique a mis à profit ses précarités ou retards sur certains développements d'infrastructures pour créer des modèles complètement innovants. L'innovation, les progrès technologiques que nous avons connus sur les 10 dernières années permettent d'adresser énormément d'enjeux. Deux sujets. Un, la transition énergétique, donc réduire la consommation de fuel grâce aux technologies, mais aussi, donc ça veut dire des solutions décarbonées, mais aussi des solutions décentralisées, ce qui permet d'accélérer l'électrification et donc toute cette problématique de précarité, parce que quand vous avez accès à l'électricité, vous avez accès à multiples usages productifs qui permettent de réduire le coût de la transformation, le coût du transport, etc. Et donc, je cite un dernier exemple qui est nos Greenwich Smart Village. Comme je suis très engagée pour les femmes, j'ai voulu, à partir des technologies que l'on utilise, développer un modèle qui permette, en partenariat avec les gouvernements et le secteur privé, d'accélérer le développement social-économique en milieu isolé. Et quand on dit en milieu isolé, c'est essentiellement pour les femmes. C'est-à-dire ces smart villages apportent électricité, connectivité, services digitaux, publics et commerciaux, donc la e-santé, le e-gov, l'e-éducation, l'accès à l'électricité, l'accès à la transformation de l'eau, des points de distribution. Ça veut dire dans un modèle d'infrastructure partagée, qui, je pense, est très propre à la façon de penser féminine du partage et de la cohésion, d'accélérer le développement social économique, en particulier sur les femmes, dans des milieux isolés. Et donc, la conclusion, et je laisse la parole à tout le monde, grâce à l'innovation technologique, on peut dépasser les problématiques environnementales, mais aussi accélérer le développement social et économique, en particulier centré sur les femmes. Merci. Voilà. Alors, je vais demander à Madame Brugo-Nobikes, je ne sais pas s'il faut prononcer à l'anglaise ou à la française. Les deux? Bon. Alors, qu'est-ce que... C'est pas mal, après tout. Hein. Bon. Oui, quels sont, pour vous, quel genre d'instruments mettez-vous en place? Qu'est-ce que vous essayez de promouvoir pour que les femmes, comme on vient de l'expliquer, puissent davantage être impliquées dans cette lutte contre la destruction de la planète? Merci. Je voulais dire déjà que le réseau des femmes entrepreneurs Nord-Sud... Ouvrez votre... excusez-moi. Voilà. Le réseau des femmes entrepreneurs Nord-Sud, c'est un réseau dans lequel nous avons plusieurs catégories de femmes parce que nous partons d'un concept, toute femme est née entrepreneur. Parce que je dis toujours qu'à partir du moment où on peut gérer son foyer, pour moi, c'est ce qui est le plus complexe. Éduquer ses enfants, c'est le plus complexe. Dans notre terme entrepreneur, nous avons les femmes chefs d'entreprise, nous avons des porteuses de projets, nous avons la femme rurale, nous avons la femme active, nous avons même la femme qui ne se retrouve pas, mais au sein du réseau se découvre. Donc, nous travaillons dans plusieurs secteurs. Je parlerai uniquement du secteur agropastoral et du secteur de l'artisanat, si je peux le dire ainsi. Donc, au sein du réseau, nous travaillons avec des partenaires techniques, en l'occurrence AgroPro Center, c'est un cabinet au Cameroun,
qui nous accompagnent dans l'agro-pastoral. Nous avons mis en place un certain nombre de formations pour accompagner les femmes. Nous sensibilisons les femmes à la lutte anti-braconnage. Donc, pourquoi les femmes? Parce que nous pensons que la femme est à même de porter le message auprès de son époux, auprès de son fils, pour éviter le braconnage des grands mammifères et protéger la biodiversité. Nous formons également les femmes à l'utilisation efficiente des pesticides pour lutter contre la pollution de l'environnement, des rivières, des animaux, mais également éviter l'utilisation abusive des pesticides. Et cela a un impact sur le coût de production qui se voit réduit. Et c'est difficile d'arriver à faire comprendre qu'il faut moins utiliser de pesticides. Quels sont les arguments que vous utilisez? Au départ, oui, c'est difficile, mais quand on calcule le coût de production, on le voit réduit, on comprend qu'il faut passer par là. Et donc c'est un argument, qui marche. Donc c'est un argument plutôt économique qu'écologique. C'est ça. Mais c'est les deux, parce que l'utilisation abusive des pesticides, ça pollue l'environnement, ça pollue les rivières. Donc, c'est les deux. Nous encourageons également les femmes à utiliser des engrais biologiques au détriment des engrais chimiques. Nous encourageons les femmes à opter pour la technique de la culture mixte. Donc, c'est une technique qui permet d'avoir dans la même plantation une culture de son choix, mais également un verger. Donc, c'est une contribution pour la restauration du boisement. Nous encourageons les femmes à l'engraissage du sol. Donc, c'est une technique qui permet de laisser pourrir les plantes qui sont abattues et des herbes qui sont coupées, et que la culture se nourrisse de l'engrais naturel qui vient de la pourriture. Donc, un certain nombre de formations est mise en place. Il y a le semi-abattage également. Mais au sein du réseau, il y a des dames aussi qui ramassent les bouteilles en plastique qui sont jetées dans les rivières, dans la nature, des pneus qu'on n'utilise plus, des capsules de bière qu'on n'utilise plus. Et de ces capsules, de ces objets ramassés, elles fabriquent des fauteuils, elles fabriquent des sacs, des chaises, beaucoup de choses. Mais on ne s'arrête pas là. Et pardonnez-moi, ce sont des initiatives individuelles de femmes qui vont rechercher, ramasser des objets qui ont été lâchés dans la nature, ou bien ce sont des initiatives collectives? Les deux. Les deux. Les deux, parce qu'il y a des dames, c'est leur initiative individuelle, mais nous les accompagnons justement parce qu'on se dit, si on ne les accompagne pas, le but aussi c'est qu'elles soient autonomes financièrement. Donc le réseau les accompagne, les aide à développer leur activité pour qu'elles puissent s'épanouir et être autonomes financièrement. Donc c'est les deux. Donc vous mariez économie et écologie. Là. Économie et écologie. Merci. Je vais me tourner vers Madame Zhang. Bon, vous êtes devenue en quelques années, Mao Tse-tung est mort en 1976, en 40 ans, vous êtes devenu le pays que l'on appelle l'atelier du monde. Vous fabriquez tellement de choses, nous en sommes aux routes de la soie. Comment est-ce que dans un pays qui travaille autant, qui fournit autant, qui produit autant, et qui passe pour être un des premiers, sinon le premier pollueur au monde, est-ce que les femmes comment peuvent-elles se faire entendre? Je vais d'abord répondre la dernière partie de cette question, c'est-à-dire la Chine est le plus grand pollueur du monde. En valeur absolue, c'est vrai, mais si on ramène en valeur d'émissions par habitant, la Chine est par habitant équivalent d'un citoyen européen qui émet autant de CO2. Vous dire aussi que vous êtes plus nombreux que tout le monde. Elle est moitié de celle des États-Unis. Voilà. Bon. Et il ne faut pas oublier que cette émission-là, c'est dû aussi à la structure de l'économie qui est basée sur la manufacturing essentiellement. Et la Chine exporte énormément des produits qui sont fabriqués, qui sont carbone intensifs. Et finalement, c'est les consommateurs européens ou les Américains qui vont consommer ces émissions. Et je reviens sur la première partie. Voilà. Première partie, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vraiment, ce que m'a dit cet ami qui a épousé une de vos compatriotes, que le problème de la pollution était très important, et qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, il y a deux aspects que j'aimerais
partager un petit peu de quelques expériences et quelques histoires avec vous. La première qui sont liées avec tout à l'heure avec la réponse que je vous ai donnée, je disais que les femmes sont plus sensibles aux problématiques liées à l'environnement. Je ne sais pas si vous connaissez, il y avait cette journaliste chinoise qui est investigation, qui est très très connue en Chine, qui s'appelle Chai Jing, qui avait en 2014, elle était déjà très connue à cette époque-là, elle est tombée enceinte et elle a découvert que son bébé a développé une tumeur dans l'utérus. Donc son enfant doit être opéré dès la naissance. Donc c'est une histoire qui a beaucoup touché personnellement. Donc elle commençait à pencher sur ces questions d'environnement, notamment la pollution de l'air. Et au fur et à mesure, elle a pris 1 an à peu près pour collecter toutes les données, faire des interviews, parler avec tous les experts, etc. C'est elle qui a autofinancé à 100% son... Pardonnez-moi, la pollution de l'air, c'est pour vous, femme, mère de famille, c'est le problème majeur. Donc en fait, son problème la tumeur de son bébé est liée à la pollution. Donc elle a fait un document, elle a fait un reportage sur ça qui a créé presque un séisme en Chine. À la sortie, elle a mis la vidéo en ligne et puis au bout de 2 jours, il y avait déjà plus de 200 millions de vues et qui a obligé au gouvernement de changer beaucoup de choses. Et puis, voilà. Là, donc, vous êtes arrivé à faire bouger le gouvernement sur... Beaucoup. Et il faut que je vous rappelle que la Chine, aujourd'hui, c'est le premier investisseur vert dans le monde. En 2017, il y avait 330 milliards de dollars qui est investi dans l'énergie renouvelable. La Chine représente plus d'un tiers. C'est le double de ce qui est investi par les États-Unis. Donc, c'est sûr qu'il y a un gros problème de pollution. Vous investissez le double des États-Unis dans l'énergie dite renouvelable. Voilà. Et cette énergie renouvelable, c'est quoi? C'est l'air, c'est solaire, le vent, l'éolienne. Il y a aussi hydraulique, il y a biomasse, il y a tout. Voilà, toutes les solutions. Donc vous avez un très fort développement. Voilà. Ça, c'est la première partie qui sont liées à la sensibilité des femmes. Deuxième partie, j'en vais toucher un mot très rapide. Après, je passe les paroles à mes voisines. C'est que 2 mots très simples sur Cibola Partners. C'est un cabinet de conseil spécialisé dans la finance climat. Nous sommes la seule société française aujourd'hui accréditée auprès du Fonds vert pour le climat en tant qu'observateur pour le secteur privé. Qu'est-ce que c'est le Fonds vert pour le climat? C'est un mécanisme financier qui a été créé à l'issue de la COP de Cancun et mis en place à la COP 21. C'est un mécanisme financier qui permet aux pays du Nord à financer des projets d'adaptation et d'atténuation au changement climatique dans le pays du Sud. Et par exemple, aujourd'hui, parmi tous les projets climat financés, il n'y a que 0,01% de ces projets ont intégré les critères de genre et de lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Et l'objectif, c'est de ramener dans quelques années le 0,01% à 20%. Donc, il y a encore... À 20%? Oui, 20% pour le fonds vert. Hein, je parle pour le fonds vert. C'est énorme, ça. L'objectif d'intégrer dans ces critères d'investissement davantage les critères d'inégalité entre les hommes et les femmes. Merci. Alors, on va continuer à parler des hommes et des femmes et des diamants. Alors, quand on n'offre pas de diamant à une femme, comment est-ce que les femmes se préoccupent du diamant? Merci. Tout d'abord, je vais présenter très succinctement l'organisation que je représente, qui est donc le Conseil mondial du diamant. Et le Conseil mondial du diamant est une organisation qui représente l'industrie du diamant, de la production à la joaillerie.
Et quand on parle À la joaillerie. oui, de la production à la Mais joaillerie. là, vous voulez dire également la fabrication de Oui, bijoux. oui, bon, oui, d'accord. Pas simplement le non, sertissage. non, de la Non, production d'accord. à la À la joaillerie, donc fabrication, toute la chaîne. Alors, ensuite, je voudrais dire, deuxièmement, que l'industrie du diamant, au travers du Conseil mondial du diamant, a eu, avec les Nations unies, parce que dans les années 90, il y a eu les diamants de conflit, particulièrement au Libéria, au Sierra Leone, en Angola. Donc le Conseil mondial du diamant, pour préserver la traçabilité des diamants, a eu, avec les Nations unies, à créer le processus de Kimberley, qui aujourd'hui est constitué de 81 pays, dont le Conseil mondial du diamant est un observateur, mais un observateur très important parce que nous assurons toute l'administration du processus de Kimberley. Et le processus de Kimberley régule la traçabilité des diamants bruts. Et ces diamants bruts proviennent en règle générale de l'Afrique et de l'Amérique latine. Mais Donc, c'est vous les premiers producteurs de l'Afrique. L'Afrique, oui, l'Afrique Oui. fait partie des premiers producteurs, mais je dirais que les grandes entreprises productrices ne sont pas toujours africaines et elles produisent plus de 80% de ces diamants, alors que l'artisanat minier produit environ 20% de ces diamants. Donc, je voulais tout d'abord Oui, circonscrire le cadre pour que tout le monde puisse bien comprendre. Alors, dans le passé, effectivement, les femmes recevaient les diamants comme cadeau. Donc, elles se contentaient d'attendre et de recevoir les diamants. Aujourd'hui, Si on pouvait. Hein, oui, parce que oui. En général, oui, effectivement, si vous le pouviez, oui. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Les femmes, non seulement achètent elles-mêmes leurs diamants parce qu'aujourd'hui, elles travaillent et elles peuvent s'en procurer, mais aujourd'hui, elles sont aussi elles-mêmes dans l'industrie du diamant. Beaucoup de femmes sont des joaillières. Beaucoup sont, aujourd'hui, elles sont assez réputées dans le domaine. Alors ça, c'est pour la joaillerie et la grande industrie. Maintenant, rentrons dans ce qui est peut-être moins glamour, l'artisanat minier. C'est vrai que nous avons très peu de femmes dans l'artisanat minier. Elles représentent en général moins de 7% sur la totalité des artisans. Oui, dans la totalité des artisans. La recherche du diamant, c'est polluant? Très non, polluant. pas du tout, Non. justement, parce qu'en fait, c'est ça l'avantage, contrairement à d'autres minerais. Le diamant, tout ce que vous avez à faire, c'est le trouver, enlever la terre qui est autour et ensuite le faire processer. Je ne sais pas comment on le dit en français, mais voilà. Enfin, l'amener à devenir un bijou. Oui, voilà. On enlève la terre, la gangue, voilà. Hein, c'est ça, et puis... Oui. Alors, quand il s'agit des grandes entreprises, en règle générale, tout est régulé. Après la production, elles remettent la terre en place et, en général, tout peut repousser normalement. Mais quand on arrive à l'artisanat minier, c'est plus difficile parce qu'en règle générale, les artisans miniers laissent des trous qui en fait se recouvrent d'eau. Pour les communautés autour, ça donne des moustiques, ça donne toutes sortes de maladies hydriques pour les communautés et les enfants. Donc nous avons, au travers de nos membres, certains projets sur lesquels nous travaillons pour justement éduquer en fait les artisans miniers à éviter ce genre de laisser derrière, voilà, derrière eux oui, des nids de moustiques, etc. Exactement. Oui. Donc, on travaille assez étroitement dans des programmes comme cela et on éduque les femmes, en fait, à éduquer les hommes, à ne pas laisser... Donc, c'est vous qui êtes là, les éducatrices? Non, nous ne sommes pas les éducateurs, mais nous finançons, en fait, les organisations qui peuvent le faire. Ah, vous financez quand même? Oui, parce que l'industrie du diamant est très, très proche des communautés avec lesquelles ils opèrent. Et il y a une chose, c'est que... Parlez bien devant votre... Oui, une chose qui est importante quand on parle du diamant, c'est la réputation. Et nous, en tant qu'industrie du diamant et au travers du processus de Kimberley,
nous valorisons la production artisanale, ce qui souvent est décrié alors que nous ne la décrions pas, mais au contraire, nous voulons la voir s'améliorer en fait. Et nous voulons en fait, au travers du processus de Kimberley, étendre la définition, parce qu'aujourd'hui, le processus de Kimberley se limite aux diamants de conflit, alors que nous savons bien qu'il n'y a plus autant de diamants de conflit, mis à part la République centrafricaine aujourd'hui, qui a encore quelques diamants de conflit. Donc nous, aujourd'hui, en tant qu'industrie, nous pensons que nous devons étendre cette définition à justement tout ce qui est violence systémique, tout ce qui est problème d'environnement, pour protéger les femmes et pour protéger les communautés qui vivent autour des sites. Alors justement, je vais demander à votre voisine, à Madame Johnson, comment impliquer davantage ces communautés, qu'elles vivent autour de mines ou de ce qui reste après que l'on ait extrait des diamants, comment les impliquer davantage, comment faire en sorte que la transition écologique, la sauvegarde de la nature devienne une préoccupation. Merci. Mais je pense que je ne dirais pas les choses comme ça l'est déjà, c'est la préoccupation quotidienne de la plupart des habitants d'Afrique. Je vais revenir un petit peu en arrière pour dire quand même que le sujet, effectivement, c'est femmes, politique et société. Et les femmes, quelqu'un a donné le chiffre tout à l'heure, je crois que c'est Madame Baguidi, constituent plus de 53% de l'humanité. Donc on est quand même majoritaire sur cette planète. Et quand vous posiez la question tout à l'heure, en quoi les femmes sont directement impliquées, qu'est-ce qu'elles ont de spécifique pour la défense de l'environnement, moi je dirais que je suis une femme politique avant tout, et je suis une femme politique qui travaille, et qui, à travers son travail, a pris l'engagement de s'engager pour l'énergie en Afrique et pour l'électrification de l'Afrique. Pourquoi ? Parce que, effectivement, on voit tous les jours des bateaux et des bateaux de migrants mourir en Méditerranée, mais je profite de cette tribune pour dire que personne n'a envie de mourir en Méditerranée et que si les gens partent, c'est parce qu'effectivement, ils ont envie, ils vont vers la lumière, vers un avenir meilleur. Donc pourquoi nous, on a lancé cette initiative ? D'abord, c'est parti d'un cri, d'un plaidoyer en disant, si on veut que les gens réussissent et aient une espérance, en tout cas, de vivre de leur travail, de s'épanouir chez eux, il faut venir à la racine du problème, c'est-à-dire l'accès à l'énergie. Vous le disiez, Madame, tout à l'heure, et je suis totalement d'accord avec vous, c'est ça, on est presque en amont de tout ce qu'on est en train de dire, parce que l'accès à l'énergie, c'est ce qui va vous donner accès à la santé, à l'éducation, à tout ce qui va faire que vous allez pouvoir avoir une économie, un développement structurant. Et quand je parlais des femmes tout à l'heure, les femmes, dans ces localités-là, par exemple, vous parlez du diamant, mais pour vivre autour d'une mine de diamant, pour vivre dans les zones rurales aujourd'hui, il faut l'accès à l'énergie. Les jeunes qui vivent dans les zones rurales en Afrique, ils ont le téléphone portable. Et c'est vrai qu'on a fait le saut de grenouille technologique. Et pour anecdote, je regardais la télé hier soir, une pub assez drôle, entre deux adolescentes qui disaient, dans quelques semaines, je crois, un opérateur disait, vous allez pouvoir vous envoyer de l'argent par téléphone portable, mais j'avais envie de rigoler. Ça fait des années que le mobile money est en Afrique. Donc je me suis dit, voilà le paradoxe, on a le TGV, on a fait le Concorde, et là, c'est aujourd'hui qu'en France, on fait la publicité pour s'envoyer de l'argent par SMS. J'ai trouvé ça extraordinaire. Donc ça me donne du courage pour le combat, en tout cas, que je suis en train de mener. Et donc, pour revenir non plus sérieusement au sujet, il faut donner l'accès à l'énergie pour que les femmes puissent s'émanciper. Et moi, je suis convaincue d'une chose, je le dis toujours, donc ça devient, j'ai l'impression de me répéter, mais la femme est la solution, et si l'Afrique veut sortir de la condition dans laquelle elle est aujourd'hui, elle doit vraiment mettre le paquet et miser sur l'éducation des femmes et associer les femmes à des métiers, les sortir des métiers dits féminins. Moi, j'aime pas trop qu'on utilise le genre pour qualifier les choses. Je vois maintenant j'ai regardé récemment, tous les appels d'offres aujourd'hui ont un paragraphe sur le genre. Ça n'existait pas il y a à peine 10 ans. Je pense que
mes sœurs ici pourront confirmer. Donc je me dis, c'est quand même pas par hasard. Et si vous voulez qu'aujourd'hui, des femmes qui nourrissent la planète à 80% de la nourriture que nous consommons sont produites par des femmes, mais elles ne sont que 10% à vivre de ce qu'elles produisent. Elles sont à peu près 5 à 6% à avoir accès au crédit. Donc une femme qui veut entreprendre aujourd'hui, elle a des difficultés énormes parce que, a priori, on ne la prend pas au sérieux. Les choses changent, les choses évoluent, certes, mais quand il n'y a que 5% qui ont accès au crédit, donc oui, ce que vous disiez, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'environnement? Il faut déjà les former. Il y a énormément de métiers. De donner raison à un poète français qui s'appelait Aragon, qui disait que la femme était l'avenir de l'homme. Eh bien, je vois que je partage ça. Ça va être en Afrique aussi vrai que ça l'est déjà. Exactement. Et juste pour finir en un mot, je voulais juste dire que l'environnement, l'écologie apporte une opportunité extraordinaire aux femmes pour avoir des métiers un peu plus techniques et que les femmes sont très douées pour tous les métiers autour de l'environnement et du développement durable. Merci, madame. Madame Aubin, et puis ensuite je vous demanderai, maître, si vous avez beaucoup de litiges sur les problèmes environnementaux. Madame Aubin. Je voudrais abonder dans le message de Madame Johnson. Je pense qu'on est assez alignés sur le même combat, avec peut-être des points d'attaque différents. Pour moi, l'émancipation des femmes. Alors, j'aime pas le mot français émancipation. L'empowerment est beaucoup plus puissant. Est une solution à beaucoup d'enjeux planétaires. En effet, par l'éducation. Et nous, on s'implique dans l'éducation des femmes et sur des métiers techniques, la formation à l'emploi, mais aussi l'accès à l'éducation. Je pense, on parlait dans le panel précédent des us et coutumes. On a toujours ces grands enjeux de natalité, de démographie. Notre cher président Macron a fait quelques bourdes sur le continent africain sur le sujet. Mais il en fait beaucoup des mots. Hein. Ma position... ma position sur le sujet, je pense son message part d'une très bonne intention et selon moi, plutôt que d'aller se confronter à des problématiques d'us et coutumes, éduquer les femmes permet d'adresser multiples sujets. Les femmes éduquées ont le choix de leur natalité, ont le choix de leurs moyens financiers. Les femmes qui ont accès à la finance gagnent en autonomie. Et je pense qu'on réglera beaucoup d'enjeux sociétaux et économiques à travers l'éducation et le soutien aux femmes. Et donc, ça évite de confronter la problématique des us et coutumes. Ce qu'il faut, c'est que les femmes aient le choix de leur destin. Le problème de l'éducation est le même, je crois, d'un bout à l'autre de la planète aujourd'hui, avec la transformation non seulement écologique, mais la transformation technologique. Je voudrais demander à maître, pardon, j'écorche un petit peu votre nom, non seulement je vous ai appelé en retard, mais j'écorche votre nom, Kodidjis Ofomu. Est-ce que les problèmes qui sont liés à l'environnement, qui sont liés à la nature, etc., font partie des problèmes juridiques, font partie des conflits juridiques dont vous avez à traiter? Et alors, à ce moment-là, lesquels? Absolument. La question de l'environnement pose toujours, enfin du non-respect de l'environnement pose toujours des difficultés. Nous avons en Côte d'Ivoire, par exemple, l'orpaillage clandestin. Et cet orpaillage clandestin produit un impact véritablement néfaste sur tout l'environnement, donc sur les terres, le foncier rural surtout. Et ce foncier rural, c'est, j'allais dire, le point culminant de la plupart des procès en zone rurale. Il y a des discussions terribles sur l'espace qui sert à faire ce orpaillage clandestin. De sorte que, personnellement, j'aime beaucoup faire des avant-projets type de loi pour pouvoir lutter contre ce genre de trucs. J'avais pris l'initiative, notamment, de faire un projet type de loi sur l'excision pour punir les mutilations génitales féminines, pour punir les mariages forcés, les mariages précoces et forcés, pour punir le harcèlement sexuel.
Et cela aboutit finalement à une loi et à plusieurs modifications du Code pénal. Donc nous avons eu des lois sur ces matières-là. Et de même, en ce qui concerne l'environnement, je me suis évertuée à concevoir un avant-projet type de loi pour punir la criminalité écologique. Parce que véritablement, les problèmes, les procès qui procèdent de la destruction de l'environnement sont vraiment ardus. Et souvent, on se retrouve devant, j'allais dire, un vide juridique. Nous n'avons pas de loi qui réprime certaines choses. Et c'est pourquoi je m'évertue à faire cela, à faire prendre des avant-projets type de loi que je présente aux institutions, je veux dire, acquis de droit, pour que, avec l'évolution, ces avant-projets type de loi passent à des lois. Je crois que vous êtes dans un problème maître que nous nous posons tous aujourd'hui. Oui. Plus les problèmes grandissent en matière d'écologie, plus on s'aperçoit qu'il y a des vides juridiques. 2 mots de conclusion, s'il vous plaît, parce qu'effectivement, oui. On me rappelle, et vous avez raison, je voudrais donc, vous êtes plus helvétique encore que chinoise, bon, on me rappelle à l'ordre et à l'heure, par conséquent, je vous prie de conclure. Pour conclure, je dirais simplement que nous avons besoin de faire en sorte que l'égalité de genre soit non seulement une question de justice sociale, mais surtout comme un enjeu stratégique. Et dans ce sens-là, je pense que si nous mettons en œuvre les objectifs du développement durable qui ressortent de ces 17 principes-là, nous pouvons redonner, j'aime souvent dire, redonner le pouvoir à la femme en acceptant de la responsabiliser afin qu'elle soit au cœur de la prise de décision politique et environnementale. Et puis, je souscris également à la proposition qui est faite d'éduquer, de former les femmes pour accroître leur participation aux politiques, aux programmes, depuis la formulation, la conception et l'exécution, ou la mise en œuvre, jusqu'au suivi, évaluation en matière d'environnement, en matière de développement durable. Bon, merci. Madame, on va devoir conclure. Je vous prie de m'excuser, mais sinon je vais me faire gronder par ma voisine de droite. À ce que, très très rapidement, pas de conclusion, mais ce qui m'a frappé au cours de vos échanges et de ceux qui se sont tenus avant, c'est cette globalité entre les problèmes sociaux, les problèmes environnementaux, les problèmes de formation, les problèmes d'égalité. Par conséquent, on ne réglera pas le problème climatique de la transaction climatique sans avoir à repenser la marche du monde et sans que les hommes et les femmes de tous les continents, que vous veniez d'Afrique, de Chine ou d'Europe, sans que nous reprenions la main sur le développement actuel du monde qui est en train, climatiquement et technologiquement, de nous échapper. Mesdames, je vous remercie.